Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce nouveau débat des rencontres capitales. Vous le savez, pendant 2 jours, de nombreux débats ici à la Maison de la Radio. Je crois que c'est le numéro 11 pour cet événement qui, vous le savez, est organisé par le groupe de presse professionnel AEF qui, outre ses activités d'agence de presse, produit aussi chaque année une cinquantaine d'événements, des colloques, des congrès et des salons. On va de suite entrer dans la thématique de ce nouveau débat. Vous le savez, le thème de ces 2 jours, c'est la relation. Eh bien, on va parler plus spécifiquement du monde numérique et des réseaux sociaux, du lien à l'aliénation avec un point d'interrogation. On va en débattre avec mes 4 invités aujourd'hui. Alors je vais commencer de gauche à droite pour vous sur ce plateau par Olivier Babot. Bonjour, vous êtes le président fondateur de l'Institut Sapiens, professeur également à l'Université de Bordeaux et essayiste. À vos côtés, Rachel Flore Pardo. Bonjour maître, vous êtes avocate au barreau de Paris. À vos côtés également Charles Gasto, qui est créateur de contenu spécialisé finance. Et vous êtes, Charles, membre du COMEX de l'UMIC, dont la déléguée générale est avec nous également. L'UMIC, c'est l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu. Et sa déléguée générale, c'est Bénédicte de Kersauzon. Bonjour donc à tous les 4. On va commencer, je vais faire un petit tour de table très rapide sur le thème. Donc, est-on passé, oui ou non, du lien à l'aliénation avec ce monde numérique? Évidemment, on en débattra plus en profondeur. Olivier, première intervention, est-ce que c'est oui ou non sur la thématique de notre table ronde? Oui, bonjour à tous. C'est peut-être à certaines conditions, parce qu'évidemment, c'est pas tout à fait oui ou non. On vit une époque fascinante au sens latin du terme. Vous savez que le fascinus, c'était un objet apotropaïque, c'est-à-dire un objet que on mettait autour du cou des jeunes Romains pour éloigner le mauvais sort. C'est donc le fascinus, un objet qui à la fois signale une malédiction et le moyen de s'en sortir et de la contourner. Donc une malédiction et une bénédiction en même temps. Notre époque a ce côté dual. Elle est à la fois, à travers des technologies extraordinaires, un levier pour faire des choses dont nos grands-parents n'auraient même pas rêvé, et en même temps se découvre, sans qu'on ait réussi à d'ailleurs souvent les anticiper, énormément de défauts à ces réseaux sociaux. Et donc, vous savez que le premier web était informatif, et quand il est devenu interactif, ont commencé les problèmes. Et on ne pouvait pas imaginer qu'un trombinoscope inventé dans une université américaine aurait pour conséquence indirecte, quelques années plus tard, l'occupation du Capitole par un type torse nu avec une toque en bison. Les réseaux sociaux hystérisent la démocratie et, paradoxalement, ils contribuent à isoler aussi. Et on n'a pas tout à fait trouvé les moyens. Le problème est qu'il n'est pas, et je termine, il n'est pas vraisemblable d'imaginer qu'on puisse débrancher les réseaux sociaux de la même façon qu'on ne débranchera pas Internet. Donc Voilà. une certaine forme quand même d'aliénation qui s'est mise en place et qui se met en place de plus en plus. Et exactement, et d'aliénation à plein de niveaux, à travers la délégation des tâches cognitives à des machines de plus en plus, et puis des effets terribles cognitifs, par exemple le fameux effet Dunning-Kruger que vous connaissez peut-être sous le nom d'ultra-crépidarianisme. C'est-à-dire le fait que plus on est ignorant sur un sujet, plus on croit qu'on sait sur les réseaux sociaux. Et plus vous savez, plus vous connaissez les nuances et toute l'ampleur du doute qu'il peut y avoir. Et cet effet Dunning-Kruger permet l'agrégation des idées les plus folles. Je vous cite un chiffre de la Fondation Jean Jaurès 2017. 9 Français sur 100 croient que la Terre est plate. Donc quasiment 1 sur 10, et ces gens votent. Que votent-ils? Je ne sais pas. Vous savez que chez les jeunes, c'est pire. 1 sur 6 croit que la Terre est plate. Je vous jure, allez vérifier, ce n'est pas sorti de mon cerveau malade. On pensait que les réseaux sociaux, Internet, en mettant toute l'information du monde, allait permettre l'épiphanie de la vérité. Et puis le consensus démocratique. C'est exactement le contraire qui s'est passé. C'est l'épiphanie du n'importe quoi, et c'est le contraire du consensus démocratique, puisque c'est plutôt son hystérisation. Merci Olivier. Rachel Flore Pardo, est-ce qu'on est donc passé du lien à l'aliénation? Vous défendez souvent une régulation, on en reparlera un petit peu plus dans quelques instants. Mais alors, la première réponse à la question de notre débat. Non,
Pendant un premier temps, quand les réseaux sociaux sont apparus, je crois que ça a d'abord été une forme d'effervescence, une forme de découverte, de liberté nouvelle. Et c'est vrai que depuis, on a été forcé de constater leurs limites et leurs dangers. Et ce serait facile aujourd'hui, si les réseaux sociaux ne nous apportaient que du mal, de dire ok, il faut arrêter, il faut couper les réseaux sociaux. Non, c'est pas le cas. Et quand on regarde la démocratie, ça s'illustre assez bien parce qu'à la fois c'est un formidable outil démocratique dans le sens où ça permet à de nombreuses personnes à travers le monde d'avoir une voix. Des personnes qui n'en avaient pas auparavant peuvent prendre la parole, exprimer des idées. Et en même temps, évidemment, c'est des outils qui aujourd'hui fragilisent, abîment notre démocratie par des ingérences étrangères, par des fausses informations qui sont diffusées, et aussi par ce sujet que je connais bien, les violences numériques qui silencient certains plus que d'autres. Et en réalité, les aliénations que provoquent les réseaux sociaux, elles sont le reflet des aliénations de notre société tout entière. Parfois, elles sont extrapolées par ces outils. C'est l'amplification de choses qui existent déjà, en fait. Déjà, de rapports de pouvoir, de rapports de domination entre nations, entre genres, qui valorisent certaines paroles plus que d'autres et en décréditent certaines plus que d'autres. Et donc aujourd'hui, je crois que de plus en plus, alors qu'au départ c'était un formidable outil de lien, de solidarité, souvenons-nous pendant le Covid comment on s'est tous organisés, ou en tout cas une part de la société s'est organisée grâce aux réseaux sociaux. Souvenons-nous aussi du mouvement MeToo, ce mouvement de libération de la parole et de l'écoute des femmes qui a émergé grâce aux réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'en fait, ces outils qui nous ont permis à un moment de l'histoire de nous émanciper grandement nous ont rendus totalement dépendants et parfois sans qu'on s'en rende même compte. Moi, il y a quelque chose qui m'étonne toujours quand on parle des réseaux sociaux, c'est qu'on a une obsession nationale qui est de former, de sensibiliser les enfants. Mais quid des adultes ? Qui ici ne peut pas me dire qu'il n'a pas une relation toxique avec son téléphone? Je crois que si on avait une sorte de spot télé qui montrerait les enfants rentrant chez eux face à leurs parents happés par leur téléphone, on verrait qu'en fait le problème touche vraiment largement la société tout entière et ce ne sont pas que les enfants qu'il faut éduquer. Et quel type de consommatrice et d'utilisatrice êtes-vous vous-même d'ailleurs? Là, je ne parle pas qu'à l'avocate et à la citoyenne, mais voilà, donc vous êtes presque une aliénée? Ah bah oui, je suis addict à mon téléphone, je suis addict aux réseaux sociaux et en réalité, je crois que la grande majorité des personnes adultes le sont aujourd'hui et en particulier peut-être ceux qui sont comme moi d'une génération où en fait, on nous a pas appris à faire attention. C'est-à-dire que peut-être que les enfants aujourd'hui, demain, auront un usage un peu plus distancié parce que dès leur enfance, on leur a expliqué non mais ce sont des outils où il faut pas trop être sur son écran, où il faut pas trop les utiliser, etc. C'est vrai qu'on est un peu tombé dedans sans aucune vigilance et oui, je crois, on le voit, comment ça affecte nos relations humaines. On voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de célibataires qu'il n'y en a jamais eu. Alors même que c'est aussi le moment où les applications de rencontres, donc ces outils grâce aux réseaux sociaux qui nous permettent de rencontrer des partenaires, notamment des partenaires amoureux, émergent. Donc en théorie, ça aurait pu être une formidable solution. Et pourtant, le célibat explose, notamment parce qu'en fait, en réalité, les réseaux sociaux promeuvent une forme de solitude. Je passe le micro à Charles Gasteau. Bonjour, donc vous êtes sans doute un aliéné parce que c'est au cœur de votre métier, de votre profession. Mais est-ce que de manière générale, et je reprends donc la première question, la thématique de la table ronde, est-ce qu'on est passé du lien à l'aliénation? Et est-ce que vous y êtes pour quelque chose, vous, les créateurs de contenu? Forcément, les créateurs de contenu, on est au cœur de cette problématique, mais je pense qu'à l'inverse, des gens qui consomment les réseaux sociaux, quand on est créateur, on est peut-être un peu moins addict au réseau, puisque comme c'est déjà notre vie au quotidien, on n'a pas envie en plus de passer du temps. Moi, je passe pas tant de temps sur Instagram ou TikTok parce que c'est déjà ma vie au quotidien. Pour le coup, les réseaux sociaux, aujourd'hui, n'ont plus rien de social. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, aujourd'hui, tout le monde est un peu dans sa bulle, dans le virtuel, et les gens ne se parlent plus. Olivier Babot, vous l'avez très bien dit, ça polarise les gens. Aujourd'hui, la haine se propage sur les réseaux sociaux à une vitesse folle et ça enferme les gens aussi dans des bulles. C'est-à-dire que si vous êtes d'extrême droite, vous verrez que du contenu d'extrême droite et qui va réaffirmer tout ce que vous voyez, un biais de confirmation. Pareil, si vous êtes à l'extrême gauche, si vous êtes, je sais pas, écologiste, vous voyez que des sujets là-dessus. Et donc, tout le monde est enfermé un peu dans sa petite bulle et croit que le monde entier fonctionne selon son mécanisme qui est le sien. Et malheureusement, c'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui polarisent et les gens ne se parlent plus. Mais je vais quand même donner une petite note d'espoir, parce que là, on parle quand même des choses très négatives sur les réseaux sociaux, mais ça permet donc, comme vous l'avez très bien dit déjà, aux gens de pouvoir s'exprimer.
Évidemment, il y a plus de démocratie, ça permet à tout le monde de parler. Alors, évidemment, il y a aussi des platistes, hein, vous l'avez dit, Olivier Babot, qui prennent la parole, mais c'est aussi ça la démocratie, mais c'est aussi la possibilité d'apprendre des choses sur les réseaux sociaux. Évidemment, quand on pense aux influenceurs, on pense à des gens qui font des danses ou ce genre de choses, mais il y a aussi des créateurs de contenu qui partagent de l'information, qui vulgarisent des thématiques qui sont très intéressantes. Tout le monde connaît Hugo Décrypte, qui a permis à des générations entières de s'intéresser quand même au quotidien, à la politique et à l'actualité, alors qu'aujourd'hui la télévision est en train de mourir. Donc je pense que c'est aussi très intéressant là-dessus. Il y a aussi beaucoup de créateurs de contenu à l'international qui peuvent faire partager sur le quotidien, sur les voitures, sur les animaux, tout ce que vous voulez. Donc c'est aussi un signe d'espoir parce que ça permet aussi à tout le monde d'apprendre et de découvrir de nouvelles façons d'apprendre. Puisqu'aujourd'hui, par exemple, il y a des gens des professeurs de mathématiques qui vont faire des cours sur les réseaux sociaux, sur les mathématiques et qui vont permettre à des gens dont le système n'était pas adapté dans leur école de mieux comprendre les cours en général. Donc je pense qu'il y a quand même aussi une petite note d'espoir, je dirais, sur les réseaux sociaux qui permettent aussi de partager la connaissance, bien qu'aujourd'hui, avec l'émergence de l'intelligence artificielle et des fake news, il y a aussi du grand n'importe quoi qui se propage. Et pour celles et ceux qui sont là ou qui nous suivent en streaming, est-ce que vous nous rappelez le cœur d'activité de ce que vous créez? Vous êtes dans l'économie et dans la finance. On vous retrouve comment? On retrouve sur mon compte Instagram, Charles Gasto, évidemment, sur TikTok, Instagram, sur les réseaux sociaux. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que moi, je fais aussi des interviews d'élus politiques et de PDG. Et je vois que cette problématique, en tout cas, pas tant sur les réseaux sociaux, mais sur la connaissance et le partage du savoir entre les générations est au cœur de leurs problématiques. Et chacun a envie d'apporter un peu sa solution et sa brique à l'édifice, sachant qu'en effet, les réseaux sociaux, pour buzzer, il faut dire du grand n'importe quoi, il faut être radical, mais c'est aussi ce que veulent les gens. C'est-à-dire que les gens se plaignent de cela, mais malheureusement, plus on dit des choses choquantes, plus les gens regardent. Donc c'est aussi en fait la faute des consommateurs. Et moi le premier, plus c'est des choses choquantes, plus on va regarder. Et forcément, les gens ont compris que pour faire des vues, il faut dire ou faire n'importe quoi. Et ça fera des vues parce que c'est ce qui est choquant qui fonctionne sur les réseaux. Et vous disiez que la télévision est morte, mais en fait, je repense à cette phrase il y a quelques années. Tout le monde disait je regarde Arte et finalement tout le monde regardait TF1. Donc c'est un petit peu la même chose qui se reproduit là, en fait. C'est ça. Et surtout cette année, YouTube est passé devant la télé pour la consommation, Absolument. pour les jeunes, hein, évidemment, mais progressivement, ça va être pour tout le monde. Et aujourd'hui, on a l'image parfois des réseaux sociaux. Moi, je vois mes parents à l'époque, Facebook, ils disaient Facebook et tout, ils l'utilisaient pas. Mais je trouve qu'aujourd'hui, les plus de 40, 50, 60 ans sont évidemment sur Facebook et sont tous dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est pas juste les jeunes de 18 ans qui sont sur Snapchat et qui font n'importe quoi. C'est toutes les générations, que vous ayez 10 ans, 20 ans, 30 ou 70 ans, voire 80 ans, les gens ont des comptes Instagram, Facebook, qu'importe le réseau social, tout le monde a au moins un réseau social aujourd'hui. Et ça prouve que vraiment, c'est dans l'ensemble de la société qui est aussi un peu gangrénée par tout cela, malheureusement. Absolument. Je termine ce premier tour de table avec vous, Bénédicte de Kersauzon. Je vous laisse prendre un micro. Je le disais, vous êtes délégué général de l'UMIC. Rappelez-nous donc ce qu'est l'UMIC et quelles sont ses principales fonctions. Merci pour l'invitation. Donc, l'UMIC est un syndicat qui représente tous les métiers de la créateur économie. On s'est créé il y a 3 ans, donc on représente des créateurs de contenu en premier lieu comme Charles, mais aussi toutes les professions de l'ombre qui naviguent autour de la créateur économie. Je voudrais juste revenir avant de parler d'émission sur le point du lien et l'aliénation pour nuancer un peu le propos que tu as commencé un peu à nuancer, Charles. Les réseaux sociaux sont, selon nous, avant tout une opportunité incroyable. C'est un territoire d'expression, de lien social, et ça a permis quand même, et ça on a fait une étude avec Ipsos cet été qui le confirme, d'entrer dans les usages des 3/4% des Français pour qu'ils s'informent, qu'ils se divertissent, qu'ils se cultivent. Aujourd'hui, tu parlais de professeurs de mathématiques, on a au sein de notre fédération de plus en plus de créateurs, Instant Archive, Monsieur le Chat, des profs qui viennent chercher leurs élèves sur les réseaux sociaux pour les informer et accompagner tout le socle pédagogique de vidéos. Alors, c'est juste des usages qui ont changé. C'est nous, quand on était au lycée, on avait d'autres socles pédagogiques. Là, c'est différent, mais la vocation est la même. Donc, il y a quand même une vraie opportunité sur les réseaux sociaux. Après, je vous rejoins. On est peut-être arrivé à un moment dans l'évolution. YouTube a 20 ans, où il faut peut-être encadrer certains usages, notamment l'économie de l'attention, enfin de l'addiction des plateformes. Elles ont un design qui est pensé en effet pour rester sur la plateforme, et ça c'est au régulateur de faire son travail, et aussi aux acteurs comme les créateurs de s'auto-responsabiliser, notamment à travers notre fédération. Ce qui fait lien avec notre mission, nous à la Fédé aujourd'hui,
comme toutes les fédérations, en fait, on sert d'interlocuteur auprès des pouvoirs publics et des plateformes pour faire passer les messages des professions de notre secteur. On défend leurs intérêts, on fait en sorte que les textes qui sont votés ne soient pas stigmatisants. Et puis l'autre morceau très important, c'est qu'on accompagne tous ces nouveaux professionnels à se professionnaliser, à se structurer. Donc on a tout un cycle de programmes, de formation juridique. On fait en sorte qu'ils puissent pratiquer leur métier dans les règles. Olivier Babot, je reviens vers vous parce qu'on vient de parler des savoirs, de l'éducation qui change un peu. Ça m'amène évidemment à votre actualité. C'est votre livre qui est clair. Le titre est clair. Ne faites plus d'études, que vous venez de coécrire avec Laurent Alexandre, votre partenaire de longue date, entre autres de l'Institut Sapiens. Donc, en fait, ce que vient de dire Bénédicte, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, ne faites plus d'études, ça ne sert à rien. Le savoir, il va s'acquérir d'une autre façon. Oui, alors dans le livre, évidemment, on ne dit pas qu'il ne faut plus apprendre. Au contraire, c'est un plaidoyer pour un apprentissage peut-être plus exigeant que des études un peu paresseuses qu'on peut faire parfois pour avoir un bac+5, un peu inutile, il faut bien le dire. Il faut être beaucoup plus exigeant parce que ce siècle va demander beaucoup plus d'efforts. Il y a eu le web informatif, il y a eu le web interactif. Maintenant, nous sommes entrés dans le web génératif. C'est-à-dire que de plus en plus, les textes que vous allez voir, que vous allez lire en ligne, n'ont pas été écrits par des humains, mais par des machines. Même les photos et même demain les vidéos. Est-ce que le vôtre a été écrit par vous-même et par Laurent Alexandre, votre livre ? Comment ? Est-ce que votre livre, vous l'avez écrit ? Oui, on l'a vraiment écrit. L'avantage, c'est que nous, on a prouvé qu'on savait écrire des livres avant l'arrivée de ChatGPT. Oui. Et c'est Il y a un effet d'expérience. Vraiment, on se dit, mais les nouveaux auteurs, comment ils vont faire ? Cela étant, pour l'instant, l'outil n'est pas très bon pour des réflexions longues et très détaillées. Voilà. Donc, il faut quand même écrire ces livres encore, mais ça ne durera pas. Dans quelques années, on pourra forcément écrire un livre en quelques minutes. Je me suis replongé quand même dans... Et donc, il n'y aura plus de lecteurs, parce que ma théorie, c'est que plus les livres vont se multiplier, moins il y aura de lecteurs. Je me suis replongé dans les livres que vous avez faits, même il y a un petit peu plus longtemps. Le nouveau désordre numérique, c'était il y a 4 ans. Vous évoquiez le trop-plein d'informations, le rôle des algorithmes qui nous envoient des avis trop proches des nôtres. C'est ce que vous disiez, je crois, Charles, il y a quelques instants. L'hyperconnexion. Alors certes, mais moi, il se trouve que je vous suis notamment sur X. Je crois que ces derniers mois, il n'y a pas eu un jour où j'ai pas vu des tweets de votre part. Est-ce que vous êtes passé je plaide du coupable, constat... je suis addict complètement. Mais on disait que c'était formidable, les réseaux sociaux, c'est merveilleux. Voilà, moi j'ai 90 000 abonnés. En fait, tu es toi-même ton propre média. Oui. Et c'est extraordinaire. Je n'ai besoin de personne pour dire ce que j'ai envie de dire et l'autorisation de personne. Et c'est extrêmement agréable. Je trouve Twitter formidable. Moi, je suis donc addict. Vous savez qu'une sorte d'étude a montré, je ne sais pas si c'est fiable, mais qu'un adulte, en moyenne, scrollait l'équivalent de la hauteur de la Statue de la Liberté par jour. C'est-à-dire environ 93 mètres. Voilà. Moi, je pense que je suis malheureusement à beaucoup plus que ça. Mais c'est vrai que je m'en sers aussi pour mon travail, pour écrire des chroniques. C'est beaucoup plus intéressant de regarder le fil d'actualité parce que c'est comme ça que vous avez des idées. Est-ce que c'est pas ça le début de l'aliénation ? De tweeter tous les jours et plusieurs fois par jour. Certes, vous créez votre propre média, votre propre ligne de communication, mais on est en train de parler du lien et de l'aliénation. Oui. Est-ce qu'un sevrage numérique parfois n'est pas souhaitable ? Complètement. Dans un de mes précédents essais qui s'appelait « La tyrannie du divertissement », je posais le problème de l'usage du temps libre. Et en fait, c'est notre principal problème. On n'a jamais eu autant de temps libre, au moins depuis 10 000 ans. On est arrivé grâce au progrès technologique, comme Keynes l'avait prédit dès les années 30, ce qui était assez fort dans les années 30 d'ailleurs, à une société du loisir, à une société où le travail n'occupe qu'une place en fait minoritaire. Si aujourd'hui vous travaillez, vous faites une carrière complète aux 35 heures et que vous vivez l'espérance de vie moyenne, le travail dans votre vie éveillée, ça sera environ 12%. Voilà. Donc ça veut dire que tout le reste, c'est du temps libre, mais paradoxalement, on a l'impression d'avoir plutôt moins de temps qu'avant. Pourquoi ? Parce que justement, cette économie de l'attention dont on a parlé, le fameux Persuasive Technology Lab qui a travaillé à capter notre attention, c'est une discipline en soi, la captologie, a tellement bien réussi que malheureusement, le divertissement a phagocyté les autres types de loisirs que j'appelle les loisirs pour soi et les loisirs pour les autres. Le divertissement étant le loisir hors de soi. Et c'est le grand problème. Et je ne crois pas beaucoup c'est mon côté libéral, mais je ne crois pas beaucoup aux régulations extérieures là-dessus, étatiques. La solution est en nous.
Voilà, c'est un clic de distance. C'est comme si vous voulez arrêter de fumer, c'est une question de volonté. Et si vous voulez arrêter les réseaux sociaux, si vous voulez l'utiliser uniquement pour qu'il soit émancipateur, si vous voulez rééquilibrer l'usage de votre temps libre dans les 3/4, le loisir pour soi, le loisir pour les autres et le loisir hors de soi, parce qu'il y a des moments où il faut quand même se détendre, eh bien, c'est juste une question de volonté. On peut donner des conseils, on peut essayer de donner des trucs, mais c'est à chacun de nous de trouver la solution. Je ne crois pas que l'État puisse faire grand-chose. Donc Olivier, le libéral que vous êtes ne souhaite pas de régulation. Rachel Flore-Pardo, l'avocate que vous êtes, elle en souhaite un petit peu sur certains thèmes. J'ai relu vos tribunes depuis quelques années maintenant, et on sent bien quand même que vous dites qu'il y a un besoin de régulation, mais parce qu'il y a des excès à corriger. En fait, moi, il y a quelque chose qui me chagrine beaucoup, moi qui ai beaucoup travaillé sur les législations qui ont vu le jour ces dernières années en ce qui concerne justement le numérique, c'est de voir des textes de loi qui ne sont pas appliqués. C'est quand même difficile de se dire qu'on a collectivement décidé de sanctionner certains faits. Par exemple, j'en sais rien, le cyberharcèlement, le fait de menacer des gens sur Internet, le fait d'avoir des propos sexistes, racistes, antisémites, tout ça dans un état de droit, enfin dans notre état de droit. Ici, en France, on a décidé que c'était interdit. Bon, moi j'en ai un peu marre et ça me chagrine un peu de voir qu'on s'est habitué à ce genre de discours sur Internet. On s'est habitué, et même plus grave encore, on l'a complètement banalisé et on minimise les conséquences de ces violences, cyberviolences, de ces violences numériques, parce que des conséquences, elles en ont et des graves. Regardez, on n'est pas égaux face aux violences numériques. C'est assez clair quand on regarde les chiffres qu'en fait, là aussi, les femmes sont plus victimes que les hommes. Et au-delà des femmes, les publics qui sont davantage sujets à discrimination en général sont aussi davantage sujets aux violences numériques. C'est vraiment la continuité du monde physique, des violences ordinaires. Alors, c'est quoi les conséquences ? C'est une forme d'autocensure. Ça veut dire qu'en fait, certaines et certains vont être moins libres de s'exprimer de la façon dont ils le souhaiteraient sur ces outils-là. Et donc, il y a une atteinte démocratique que je trouve inquiétante. Par ailleurs, les conséquences de ces cyberviolences, dans certains cas, sont absolument terribles. On parlait d'aliénation. Une des formes de cyberviolence qui se développe malheureusement grandement et sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, c'est la diffusion d'images intimes à caractère sexuel, qu'on appelle, même si j'aime pas trop ce terme, revenge porn, mais qui aussi aujourd'hui prend la forme de ce qu'on appelle des deep fakes, des montages tellement réussis qu'on croit qu'ils sont vrais, c'est des images générées en général par intelligence artificielle. Et bien là, quand ça vous arrive, il y a une véritable dépossession d'une partie de vous-même et dépossession d'une partie de votre image. C'est-à-dire que ce qui relève de ce qui vous est le plus intime est tellement diffusé malgré vous et sans votre accord qu'en fait, vous perdez une part du contrôle sur vous-même, votre image et votre histoire. Et ça crée des moments, si vous voulez, très dangereux pour les hommes, les femmes qui en sont la cible, qui peuvent conduire à de graves séquelles, des traumas importants, et dans certains cas, on en parle surtout chez les jeunes, mais qui conduisent au suicide. Donc en fait, c'est des moments où on ne peut pas dire c'est pas grave, c'est un truc de jeune, il suffit de couper les réseaux sociaux, et pourtant c'est encore malheureusement trop souvent ce qu'on entend. Et la régulation, je l'appelle pour cette raison de mes voeux, c'est-à-dire j'aimerais qu'en fait on puisse aller sur Internet et que ce soit un espace où en fait on n'est pas témoin quasiment instantanément de la commission d'infractions pénales. J'aimerais qu'on puisse se dire qu'on est protégé si on est victime de violences numériques qui sont, à mon sens, dès aujourd'hui les nouvelles violences du quotidien et qui vont l'être encore davantage demain. C'est-à-dire que demain, vous aurez plus de peur, si vous voulez, d'être la cible de cyberharcèlement ou de la cible d'arnaque en ligne, plutôt que de vous faire voler votre portefeuille dans le métro. Est-ce que ce n'est pas antinomique avec Internet, ses fondamentaux, le côté tout est libre, tout est ouvert, tout est permis? Est-ce que la régulation, qui est peut-être un peu plus facile à mettre en place dans la société, on va dire, réelle et physique, est-ce que cette régulation n'est pas antinomique avec la définition même du web et des réseaux sociaux? Peut-être qu'initialement, tels qu'on les a pensés, tels qu'ils ont été pensés par leurs créateurs plutôt, peut-être, oui, que ça ne collait pas vraiment. Mais on a vu ces dernières années quand même des mouvements s'accentuer. En fait, pour moi, la régulation des plateformes numériques, c'est une question de rapport de force. À chaque fois qu'on s'est monté fort, à chaque fois que la France s'est montrée forte, à chaque fois que l'Union européenne s'est montrée forte, on a vu
les géants numériques bouger, c'est-à-dire venir aux tables de discussion, venir échanger avec nos responsables politiques ici en France et commencer à nous donner des gages, c'est-à-dire des interlocuteurs, par exemple, auxquels signaler les contenus, c'est-à-dire augmenter les moyens pour une meilleure modération, entrer en partenariat avec des acteurs associatifs, etc., etc., coopérer avec les réquisitions judiciaires. Tout ça, on a vu qu'il y a eu des moments ces dernières années où ça bougeait. Et moi, là où je veux quand même un petit message d'optimisme, parce qu'en fait, je veux dire, on ne va pas s'en sortir si la réponse à ces questions, c'est de toute façon, il n'y a rien à faire, laissons le truc continuer comme ça. Je crois que la France a prouvé qu'elle pouvait être, en plus, elle-même, à l'initiative des grandes impulsions qui vont vers une régulation numérique potentiellement mondiale un jour. On en est où d'ailleurs des arsenaux législatifs, qu'ils soient en Europe, en France? On a assez de choses, mais ma deuxième Super, mais ils ne question... sont pas appliqués, c'est tout le problème. Mais est-ce que le problème aussi, c'est qu'on connaît la vitesse du monde numérique et parfois la lenteur de l'adaptation législative? Est-ce que c'est pas une course sans fin et sans fond de courir après un adversaire, si c'en est un, qui va toujours plus vite que la réponse législative? Non, absolument. Là-dessus, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. Quand on voit que, voilà, on fait une régulation européenne sur l'IA et en fait, on se rend compte que quasiment instantanément, on n'a pas pris en compte les derniers développements de l'IA. Donc oui, ça, je suis d'accord, ça c'est insupportable. Mais en réalité, ce que je veux dire quand même sur notre arsenal législatif, c'est qu'en réalité, il n'est pas si mal. Par contre, c'est vraiment l'application qui fait défaut. C'est une vraie difficulté. Moi, je le vois quand quand je suis dans les procès de cyberharcèlement les plus importants qu'il y a eu à connaître la justice française. On a quelques dizaines, allez maximum, de prévenus sur des milliers et des milliers de messages. Quel message on envoie à ceux qui, en effet, se sentent complètement libres d'aller dire des choses vraies ou fausses sur Internet? On leur dit qu'en fait, ils peuvent y aller et qu'il leur arrivera peut-être rien en réalité. Donc c'est un peu ça que je regrette. C'est vraiment aujourd'hui une question d'application et je me réjouis. J'ai vu, peut-être que vous en avez été témoin aussi, des prises de parole du président de la République ces derniers jours qui vont dans le sens justement d'un discours beaucoup plus ferme sur ces questions-là et d'une prise de conscience au plus haut niveau de l'État quand même du danger qu'on court si on n'agit pas. Bénédicte de Kersauzon, la position de l'UMIC, je vous laisse prendre un micro, vous allez bien. La position de l'UMIC sur la régulation, c'est oui, c'est non, c'est ça dépend et c'est à quel niveau? Nous, la régulation, elle a deux sens parce que donc, si on reprend le thème aliénation, donc il y a la régulation qui va protéger les audiences donc d'une aliénation. Et là, il y a déjà eu la loi influenceur en France. Il y a la V2 qui va sortir. Il y a en effet ces textes qui ne sont pas appliqués. Les plateformes n'assument pas la part de responsabilité qui leur revient. Et toute initiative de régulation, à mon sens, pour protéger ces audiences, et en particulier les jeunes, et c'est un peu la vibe qu'il y a en ce moment, elles sont les bienvenues. Après, quand il s'agit de régulation concernant les créateurs de contenu, qui, eux, subissent une aliénation qui est différente, mais ils vivent une aliénation, les créateurs de contenu. La définition de l'aliénation, c'est d'être dépossédé de quelque chose, de son activité, de son esprit, de sa liberté. Et les créateurs de contenu, on a souvent cette perception qu'ils possèdent tout, qu'ils sont très puissants, qu'ils sont millionnaires. La réalité, c'est que c'est une activité très précaire et qui dépend des plateformes. Donc la première aliénation qu'ils vivent, et c'est là où le régulateur peut nous aider, nous, c'est de rééquilibrer cette relation avec les plateformes. Aujourd'hui, quelqu'un comme Charles n'a aucune maîtrise sur son outil de travail qui génère ses revenus, son activité économique. Elle peut disparaître du jour au lendemain et bien souvent, on est alerté à l'UMIC de cas de créateurs dont le compte a été suspendu, une fonctionnalité qui impacte très sérieusement les revenus même de son foyer et on ne peut rien faire. Donc ça les expose. Imaginez-vous juste sur une autre activité professionnelle classique, un boulanger, quelqu'un qui va au bureau, son ordinateur a disparu, il n'a plus son badge, il ne peut plus bosser. Donc nous, c'est ça, et on n'a aucune réponse. Donc c'est les messages qu'on fait passer en ce moment aux législateurs. Il faut qu'il y ait du staff technique dans les plateformes, une vraie relation officielle, professionnelle entre les plateformes et les créateurs. Et l'autre forme d'aliénation sur lesquelles on sensibilise les législateurs en France et à Bruxelles, c'est les financements des créateurs. Aujourd'hui, le créateur comme Charles va rapporter énormément de valeur aux plateformes. Il rapporte des audiences, ça a une valeur. Et ça, le partage est absolument inique. Et même si on se tourne du côté institutionnel, la redistribution financière de la valeur que génèrent les créateurs de contenu
et pas du tout fléché vers la créateur économie. Si vous prenez le CNC, par exemple, le CNC, une bonne partie de ses financements provient des plateformes, au travers de taxes, la taxe YouTube notamment. À minima, 50 à 60 millions par an vont vers le CNC pour financer quoi? Le cinéma. Donc c'est les plateformes CNC Cinéma. 2 millions, et là l'UMIC a obtenu 1 million supplémentaire pour la créateur économie. Tant que les créateurs ne seront seulement dépendants des collaborations commerciales, parce que vous voyez les sponsoring, les placements de produits, ils ne pourront pas faire des contenus plus pérennes, plus qualitatifs. Il faut qu'on accompagne, on structure cette filière au travers des diversifications de sources. Charles, le créateur de contenu que vous êtes, est-ce qu'il attend de la régulation pour lui-même, pour son activité et pour la sécurisation de son activité? Ça dépend en effet un peu du point de vue sur lequel on se positionne. C'est-à-dire qu'en effet, je trouve que vous l'avez très bien dit, Maître, sur le harcèlement en ligne et sur les violences en ligne, la solution, elle est extrêmement simple. Alors je parle quand même à mon nom surtout, mais pour moi, pour lutter contre ça, c'est pour vous inscrire sur une plateforme, vous mettez votre carte d'identité où il y a l'App Store, vous faites quelque chose, ça sera très simple de vous remonter jusqu'à vous. Je crois qu'il y a des pays dans le monde qui le font, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire. Et si demain, vous dites quelque chose, 24 heures après, vous avez la police qui vient chez vous, au bout de 30 jours, les gens auront arrêté cela. C'est d'une évidence. C'est qu'après, pourquoi ça ne se fait pas? Parce que les réseaux sociaux n'ont aucun intérêt à le faire, évidemment, puisqu'ils vont perdre d'un coup beaucoup de gens qui vont arrêter de participer aussi au réseau, mais aussi de ne pas vouloir mettre leur carte d'identité, puisque les gens se protègent derrière la pseudonymisation des réseaux sociaux. Après, en termes de régulation, Bénédicte l'a très bien dit, en effet, les créateurs de contenu sont évidemment extrêmement dépendants des réseaux sociaux. Vous connaissez tous plein de cas de créateurs de contenu qui du jour au lendemain se font sauter leur compte, soit parce que, parfois il y en a qui font n'importe quoi, mais il y en a parfois juste parce qu'ils subissent des signalements en masse. Oui, de concurrents. Et donc forcément, parfois c'est des groupes politiques ou des groupements de gens qui vous aiment pas, donc ils font sauter des mouvements comptes. masculinistes contre les femmes, des créatrices très souvent. C'est ça. Et donc en fait, vous mettez à dos une communauté qui est un peu organisée, parce qu'il y a des Discord ou des forums dédiés à cela, et donc ça peut être extrêmement compliqué. Donc évidemment, il faut le travailler aussi avec les plateformes, mais qui ne jouent pas forcément le jeu. Si vous faites sauter votre compte, même si vous avez 1 million d'abonnés, par exemple, TikTok vous dira refaites un compte et c'est la vie, la plupart du temps, sauf si vous arrivez à discuter avec eux. Mais eux s'en fichent, puisqu'ils n'ont même pas le temps de travailler pour eux, ils n'ont absolument pas le temps de se préoccuper des créateurs de contenu, où ils sont énormément à poster des vidéos en réalité. Et donc en effet, il y a la promesse sur les audiences, aussi pour les créateurs, et en effet, je pense qu'à un moment donné, il y a aussi sur l'âge sur les réseaux sociaux. Potentiellement, on sait que pour s'inscrire sur TikTok ou sur d'autres plateformes, c'est 13 ans minimum. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont 6 ans, 8 ans, 10 ans, qui sont sur les réseaux sociaux, et c'est aussi à un moment donné aux parents. Et vous l'avez très bien dit, Maître, tout à l'heure, c'est qu'on peut former les enfants aux réseaux sociaux, mais si on ne forme pas les parents, évidemment, on ne va pas aller bien loin. Alors aujourd'hui, c'est ma génération qui a des enfants, concrètement, donc on est un petit peu plus formés. Mais si vous avez 50 ans, vous n'avez jamais été formé à cela, et on voit bien aujourd'hui que les gens qui sont scammés sur les réseaux sociaux, la plupart, c'est quand même des personnes âgées, parce qu'ils pensent discuter avec Brad Pitt ou n'importe qui d'autre, en fait, en réalité. Mais la difficulté, c'est que les gens ne sont pas assez formés aussi à repérer les arnaques et aussi à comprendre. Il y a eu une étude, il y a plein d'études qui montrent quand même que si vous demandez aux parents que font vos enfants sur les réseaux sociaux, ils disent ils doivent regarder ils doivent regarder sur YouTube du Fortnite ou autre, alors que sur les réseaux sociaux, il y a des contenus qui sont tellement aberrants qu'on pourrait entendre quand on a eu 10 ans, 15 ans, qu'on ne devrait pas écouter, évidemment. Et il y a des choses aussi que vous ne pouvez même pas imaginer à quel point le harcèlement se développe dans les écoles. Quand vous mettez une classe à 30 contre 1, évidemment, ça va être très simple d'attaquer quelqu'un. Et donc, en effet, les parents ne sont pas assez formés là-dessus. Et l'an dernier, il y avait eu, si vous voyez, le SIG, donc le service d'information du gouvernement, qui avait fait une campagne sur le harcèlement scolaire. Ils avaient donné des scripts à des parents pris au hasard qui mimaient le harcèlement scolaire. Et en fait, quand ils l'ont mimé, il les poussait légèrement tout gentil. Et ensuite, ils ont fait jouer par des acteurs des enfants et ils se sont rendus compte de la violence en fait du harcèlement, les insultes, c'était beaucoup plus violent que ce qu'ils avaient imaginé. Cette campagne a fait 150 millions de vues et parce que les gens ont été choqués de se rendre compte qu'en fait, on minimise en général la violence que peuvent avoir les jeunes entre eux. Et donc, c'est aussi l'intérêt, c'est de former les adultes et les plus vieux, parce qu'en général, on n'arrive pas à se projeter à la place de nos enfants sur ces points de vue-là.
Je rebondis sur les enfants parce que je n'ai pas fait une précision. C'est que vous vous attendiez, c'était inscrit dans le programme, que Olivier Houdet soit présent. Il n'a pas pu être là pour des raisons personnelles, mais il était là pour nous présenter. Donc, il est professeur de psychologie du développement de l'enfant à l'université Paris-Cité, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques à l'Institut de France. Il a fait une tribune dans le Figaro il y a une quinzaine de jours. Il était assez pessimiste. Il disait que si on ne changeait rien, le réseau neuronal des humains, en tout cas le réseau neuronal de la lecture, pourrait diminuer, voire même disparaître, et tout cela à cause des écrans, car en fait, ce réseau, il n'existait pas avant l'apparition des livres. Donc si je résume, on n'avait pas ce réseau neuronal dans notre cerveau, il a été créé à l'apparition des livres, et lui pense que ça pourrait disparaître. C'était un peu le thème de son intervention. Qui veut prendre la main là-dessus? Est-ce que ça vous semble quelque chose de sérieux ou quand même assez lointain, Olivier Babot? Moi, je partage totalement cette inquiétude. D'ailleurs, les chiffres du Centre national du livre montrent une implacable chute de la lecture. Et encore, dans les chiffres, il y a encore les mangas. Donc, si vous retraitez des mangas, il ne reste plus rien. Alors, moi, je vois très bien, j'ai 4 enfants qui sont jeunes. La grande difficulté des parents aujourd'hui, c'est de trouver le bon rythme pour l'apprentissage du numérique, la rentrée dans le numérique, à quel moment le téléphone, quel type d'application, à quel moment les réseaux sociaux. C'est une pression terrible, c'est un travail de tous les instants et une angoisse évidemment pour tous les parents. Il n'y a pas de bonne solution de ce côté-là. Mais sur le côté aliénation, on a un problème, puisqu'il a été dit que justement c'était le modèle économique qui voulait la présence sur les réseaux. À partir du moment où le modèle économique, c'est de maximiser votre temps, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a créé ces formidables algorithmes qui vont vous recommander des choses en fonction de votre profil et donc créer ces bulles de filtre dont on a parlé tout à l'heure. Ces algorithmes sont extrêmement performants. Vous savez que 30% de ce que vous achetez sur Amazon vient de l'algorithme de recommandation, 80% de ce que vous regardez sur Netflix, c'est l'algorithme de recommandation. Et là, on a un vrai problème, je veux dire que c'est de structure. Parce que les plateformes ont besoin de votre présence, n'est-ce pas? Puisque, comme vous le savez, vous n'en êtes pas les clients, vous en êtes la matière première. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Et comme c'est beaucoup gratuit, eh bien c'est que c'est vous le produit. D'ailleurs, un jour, j'ai dit ça en cours et une étudiante a dit « Ah, mais c'est pour ça que l'entrée est gratuite en boîte de nuit pour les filles. » J'ai dit, mademoiselle, vous avez tout compris. C'était une histoire vraie en plus. Elle avait effectivement, si c'est gratuit, c'est vous le produit, il faut toujours se méfier. There is no such thing as a free lunch. Et ces plateformes ont volé notre attention, ont volé notre temps libre. Et c'est très difficile d'aller contre la séduction incroyable. On n'a jamais eu dans notre poche une infinité de propositions de divertissement. Ça n'a jamais existé. C'est un changement civilisationnel. On a dans notre poche de quoi nous divertir pendant 100 générations. Vous n'auriez même pas fini de commencer d'explorer YouTube si vous passez 100 existences d'affilée à regarder YouTube. C'est absolument affreux. Puisque, évidemment, ça appauvrit la vie. On sait que les jeunes voient moins leurs amis, font moins l'amour, sont plus sédentaires, s'engagent moins dans les associations, en particulier depuis le Covid. Et c'est évidemment c'est dramatique pour le lien social. Alors, sur cette question je termine par là, sur cette question des algorithmes, je discutais un jour avec Arte. Les dirigeants d'Arte. On parlait du problème des algorithmes. Je leur dis, mais comment vous avez réglé le problème de ces algorithmes qui enferment? Eh ben, il m'a dit, je crois que c'était Patino, qui est toujours aux commandes d'Arte, eh ben, c'est très simple. En fait, il n'y a pas d'algorithme au sens où, si vous ne voulez pas voir le film moldoslovaque, on continuera à vous le proposer quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adaptation en fonction de ce que vous avez l'habitude de voir. Donc, on ne vous enferme pas dans une bulle dont il est très difficile de sortir. Autrefois, évidemment, les gens achetaient le journal qui était plutôt celui qui était de leur bord politique. On savait ce qu'on allait lire. Mais ces outils ont créé des capacités de bulles de filtre et d'enfermement qui sont d'une puissance qui n'existait absolument pas, exactement comme le harcèlement existait avant. Mais il se terminait dès que vous sortiez de l'école. Alors qu'aujourd'hui, vous avez les moyens de le continuer numériquement, et donc il est beaucoup plus dur. C'est ça le problème auquel on fait face. Donc c'est pas simple, parce que tant que le business model restera la maximisation du temps passé sur la plateforme, quelque part, on aura besoin de vous voler votre temps libre, votre attention et un peu de votre vie. Voilà.
Et à propos de ton livre que l'on vole, je ne sais pas si vous avez lu dans le Figaro, il y a eu un article il y a quelques semaines sur ces jeunes, c'était des jeunes hommes d'ailleurs, mais bon, qui sombraient parce qu'ils parlaient trop avec leur IA au quotidien. J'ai entendu, je vous ai entendu chez mon collègue Emmanuel Le Chypre il y a quelques jours. Vous conversez vous-même, Olivier, avec votre IA tous les jours, mais ça ne vous fait pas sombrer du tout. Je parle beaucoup plus avec mon IA qu'avec mes collègues, je dois dire. Dès que je fais de la voiture, alors soit j'écoute évidemment de la musique, soit je parle à mon IA. C'est-à-dire, mais vous lui dites quoi, voilà, vous lui dites quoi? Elle est professeure, parce que vous pouvez mettre un mode étudier et apprendre sur ChatGPT, je ne sais pas si vous êtes au courant, et il ne vous donne pas la réponse, il vous guide vers la réponse. Et donc, moi, je l'utilise comme une sorte de professeur de tout. Par exemple, je me souviens plus trop, le 19e siècle, ce moment-là, cette révolution, quelles ont été les causes profondes, quelles ont été les causes, comment on est tombé dans la Première Guerre mondiale à partir de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Et en fait, il a réponse à tout, parce qu'il sait absolument tout, et il est très très pédagogue. Et donc c'est génial, quand je fais des longues voitures, je discute avec mon IA, et j'apprends plein de trucs. Mais regardez, il y a une fameuse étude du MIT, qui fait Flores, est-ce que l'IA qui est devenu célèbre, rend idiot, quoi. C'est ce que j'appelle l'effet Cyrano. Dans notre livre avec Laurent Alexandre, on appelle ça l'effet Cyrano. Vous savez, dans le Cyrano de Rostand, les moulins peuvent vous envoyer soit dans les étoiles, soit dans la boue. Eh bien, c'est exactement l'effet polarisant, l'effet dual, ambivalent, si vous voulez, des technologies qui peuvent, soit, comme l'étude du MIT l'ont montré, soit en fait agir comme une prothèse, réduire vos capacités cognitives. Et l'étude du MIT a montré que quand vous faites faire votre devoir par ChatGPT, vous avez ce qu'ils appellent une dette cognitive. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous aviez rêvé votre passage à la salle de sport. Vous voyez, vous avez pensé que vous avez fait du sport, mais non, vous l'avez rêvé. Vous avez pensé que vous avez fait du sport, mais pas du tout. Eh bien, c'est la même chose pour le travail intellectuel. Et donc, cette dette cognitive, elle est extrêmement pernicieuse. Mais l'étude du MIT montre aussi une chose passionnante. C'est que si ceux qui savent prendre l'IA comme un coach, comme un levier, c'est-à-dire en gardant une vraie exigence d'apprentissage, de compréhension, et bien là, vous avez accès au meilleur, à un outil inouï qu'on ne pouvait pas imaginer pour, évidemment, un coût marginal zéro. Pour le coût d'un abonnement à Netflix, vous avez ça dans votre poche. C'est extraordinaire. D'ailleurs, je pense que l'éducation et l'enseignement supérieur vont vers une révolution. Ça prend un peu de temps parce qu'il y a beaucoup d'inertie, mais une révolution extraordinaire. Autrefois, pour avoir le meilleur professeur du monde dans l'Antiquité, il fallait être le fils du roi de Macédoine, s'appelait Alexandre, et vous aviez Aristote. C'est le meilleur professeur de l'époque, et plus probablement peut-être de l'histoire de l'humanité. Ça a donné Alexandre le Grand. Mais jusque-là, il était impossible de mettre un professeur pour un élève, alors qu'on sait très bien, il y a un livre qui s'appelle The Two Sigma Problem là-dessus, qui dit que la meilleure façon d'enseigner, c'est un prof, un élève. C'est maître-disciple, si vous voulez. C'est précepteur-élève. Sauf qu'on ne peut pas le faire pour des raisons, évidemment, budgétaires. Donc, c'est un pis-aller d'avoir une personne pour 30 élèves ou 40. Et on sait que dans ce genre de cas, ça dégrade de 2 sigma, c'est-à-dire de 2 écarts types, les résultats que vous auriez pu avoir si vous aviez eu un tuteur. Eh bien, je crois que bientôt, nous allons pouvoir avoir un tuteur dans les poches qui va pas remplacer l'enseignant. L'enseignant aura toujours une place, il sera plutôt un guide, un coach, et les cours doivent changer, à mon avis, en particulier dans l'enseignement supérieur. Tous les savoirs descendants, le cours magistral n'a plus de raison d'être, sauf peut-être 1 ou 2 conférences, spectacles, mais tout ça peut se faire parfaitement par une IA de façon extrêmement efficace. Et comme ça, on verra plus arriver les étudiants qui, ayant pourtant passé 16 ans de suite à l'école et le baccalauréat, ne savent pas faire la différence entre un participe passé et un infinitif. Rachel Fleur-Pardo, je vous redonne le micro. Donc, on a une vision assez optimiste quand même, mais parce que Olivier en fait une utilisation, on va dire, à visée très pédagogique, très sparring partner. Mais est-ce que les risques de l'IA qui est en train de prendre de la place, l'IA générative, l'IA agentique, ça vous inquiète? On parlait de l'aliénation. Est-ce que c'est un pas supplémentaire vers l'aliénation? Je reviens à cet article du Figaro il y a quelques semaines.
L'aliénation, on dit qu'on est aliéné quand on perd son libre arbitre, d'accord? Donc en fait la question c'est dans l'utilisation de ces outils, est-ce qu'on a conservé ou non notre libre arbitre? Et en effet, dans la description que vous faites de cet usage merveilleux de l'IA, vous l'avez totalement parce que vous le dirigez, vous savez peut-être remettre en question quand vous n'êtes pas exactement sûr de ce qu'il raconte, et il y a cette distance-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on a donné les outils à tous les utilisateurs d'avoir cette distance-là, de conserver leur libre arbitre et de ne pas s'en remettre instinctivement par peut-être manque de confiance, par manque de connaissances, par manque d'éducation, à ce que cet outil leur dira? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et au-delà de ça, dans le libre arbitre, il y a aussi, sommes-nous véritablement libres de choisir d'utiliser ces outils ou non? Et ça, c'est la question de l'addiction. Je crois qu'on est arrivé à un stade pour beaucoup d'entre nous, je pense pour une majorité des utilisateurs des réseaux sociaux et maintenant, à mesure qu'ils s'installent dans notre quotidien des outils de l'IA, on est arrivé à un stade de dépendance où en fait on ne saurait plus trop faire sans. Et on n'arrive pas vraiment à ne pas y aller. Moi, je ne sais pas combien de fois par jour, sans m'en rendre compte, je déverrouille mon téléphone et j'atterris sur différents réseaux sociaux sans m'en rendre compte. Mais les personnes qui me font le voir sont extérieures, c'est-à-dire que moi-même, je ne le vois pas. C'est d'autres qui vont me dire, mais tu te rends compte, là, t'es retourné dessus. Ouais. Donc là, il y a une forme d'aliénation, je crois, qui est véritablement inquiétante parce qu'en réalité, on a perdu le contrôle sur ce qu'on veut faire de notre temps libre, vous le disiez très bien, on a perdu, et on y va malgré nous. Et c'est ça, moi aussi, qui m'inquiète. Et ça, je crois que ça doit passer par... Alors peut-être que l'État ne peut rien et que ça doit venir de nous-mêmes, mais je crois que le mal étant si fort, ça va être compliqué pour chacun de trouver en soi les ressources qui vont lui permettre de mettre à distance cette addiction. Je crois qu'il y a une question de santé publique, oui, là, et que l'État va devoir s'en mêler. Alors peut-être probablement en donnant des conseils, en montrant un chemin, en essayant de tirer la sonnette d'alarme, un peu comme ça a été le cas avec la cigarette. Ça a été une politique de santé publique que de, à un moment, dire fumer c'est mal. Et ben là, je crois qu'on est au début de cette nouvelle politique de santé publique qui est de dire passer trop de temps sur les réseaux sociaux, être addict à ces outils dont vous ne maîtrisez pas. Là aussi, on n'a pas de libre arbitre, le contenu qu'on vous propose. Parce qu'en réalité, vous choisissez les premiers et ensuite, on vous impose le reste. Donc là aussi, on n'a pas de libre arbitre sur les contenus qu'on visualise, sur la fréquence à laquelle on va sur cet outil. On leur a donné un peu de notre libre arbitre et ça, c'est dangereux, oui, je crois. Une réaction de Bénédicte. Oui, alors, j'aurais pas comparé, moi, les réseaux sociaux au tabac. Mais il y a une rupture d'usage de notre civilisation. Est-ce qu'on ne la comparait pas plus à un moment l'imprimerie, le téléphone? Et après, oui, il y a des dérives. Ces plateformes ne nous appartiennent pas, donc on a une forme de libre arbitre qui nous échappe. Néanmoins, elles font partie de nos vies, elles nous ont aussi apporté énormément. L'IA, par exemple, accélère et fait gagner du temps sur beaucoup de choses. Après, encadrons les usages. C'est avoir un peu une approche dans la demi-mesure parce que voir juste la vision très toxique, je pense que c'est juste l'évolution aussi de la civilisation et de ses usages. Charles Gasto, on en vient du coup à la responsabilisation parce qu'on a beaucoup parlé de l'IA générative, des contenus qu'on génère avec elle. Le créateur de contenu que vous êtes, il a sa responsabilité éditoriale, sa responsabilité aussi vis-à-vis de celles et ceux qui le lisent ou qui le suivent. Est-ce que vous avez peur d'être dépassé à un moment par cette IA générative qui générera peut-être des contenus plus attractifs que les vôtres, plus réfléchis et plus responsables? C'est presque déjà le cas en réalité. Il y a de plus en plus aujourd'hui de créateurs de contenu qui sont des faux, évidemment, qui sont générés par intelligence artificielle. Certains, c'est simplement pour partager des connaissances. Donc c'est plutôt sympa, ils partagent, j'en sais rien, des top 5 de footballeurs, ce genre de choses. En réalité, là où il faut aller plus loin, c'est qu'il y a de plus en plus d'intelligence artificielle, de faux contenus, gérés soit par des gouvernements ou par des groupuscules étrangers pour manipuler des élections ou pour avoir un impact sur le public, évidemment, puisque vous pouvez créer du contenu 24 heures sur 24, publier en continu des vidéos. Si vous devez les contre-faker, ça va vous prendre des heures et des heures. Et donc, ils ont un avantage concurrentiel évident. Par ailleurs, TikTok, qui est donc la première plateforme au monde, s'oriente de plus en plus vers la création d'avatars IA pour faire de la publicité pour les marques. Et donc, l'étape d'après, elle est évidente, c'est des créateurs de contenu en IA. Il y a des cas à travers le monde de faux créateurs de contenu, donc qui sont des IA, qui ont des têtes ou des visages, qui font des vidéos et qui sont des IA et qui gagnent
mais énormément d'argent, justement, parce que les gens ne savent même plus faire la différence. Et finalement, est-ce que les gens, ça les intéresse de voir des fakes ou pas? Parce que finalement, dans tous les cas, les créateurs de contenu, on ne les connaît pas vraiment. Il y a un petit lien parasocial, mais que ce soit une IA ou pas, en tous les cas, les gens ne vont pas vous répondre. Et donc, c'est assez important. Donc, il est évident que les créateurs de contenu doivent utiliser l'intelligence artificielle pour rester à niveau avec ces gens-là. Mais il est évident que l'étape suivante, ce sera que de l'intelligence artificielle. Et Olivier Babot l'a très bien dit, à terme, tout sera de l'intelligence artificielle sur les réseaux sociaux. Il ne sera plus possible de différencier le vrai du faux. Et c'est évidemment un peu dangereux. Mais il faut aussi quand même, petit côté un peu positif, c'est que les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle permet aussi à de nombreuses personnes d'être des entrepreneurs, de créer du business et de faire de l'argent. Aujourd'hui, aucune entreprise ne peut se passer des réseaux sociaux dans sa stratégie marketing. Si vous regardez qui va être mon associé, à chaque fois qu'il y a une boîte qui arrive et qui dit j'ai lancé une boîte, ça peut être une boîte bidon, mais qui a genre 500 000 abonnés sur Instagram, je peux vous dire qu'il est évident que les entrepreneurs vont investir de l'argent dedans parce que créer une communauté a une valeur incroyable au 21e siècle. C'est un peu le cheat code d'avoir des abonnés. Vous allez pouvoir faire des ventes et donc créer des business. Et c'est pour ça où je trouve que c'est extrêmement intéressant. Après, pour revenir en effet sur le point négatif, je pense que l'intelligence artificielle aussi, les réseaux sociaux, et seuls de plus en plus les gens. Il y a eu un podcast de The Economist qui est sorti il y a 1 ou 2 semaines avec des études qui expliquaient qu'aux États-Unis, entre 25 et 34 ans, 46% des hommes et 50% des femmes sont célibataires en 2025. C'est quand même assez exceptionnel de se dire que les gens ne se parlent plus aujourd'hui et 7% des gens considéreraient être en couple avec une intelligence artificielle. Alors Olivier, faites attention quand même à l'avenir. Mais donc ça prouve quand même que c'est extrêmement dangereux aussi pour la pérennité du système en général. En 20 ans, ils estiment que 100 millions de couples dans les pays développés n'ont pas été créés à cause du célibat, et c'est extrêmement pernicieux. Si on pense à la France, on pense à notre système social, au régime de retraite, tout est basé sur la solidarité intergénérationnelle. S'il y a moins de couples, plus il y a de célibat, moins il y a de couples, moins il y a d'enfants, évidemment, et donc il y aura moins d'enfants pour payer vos retraites et le système de sécurité sociale. Donc c'est évident qu'il y a aussi un gros enjeu là-dessus pour la pérennité du système global, même dans le monde entier, puisqu'on pense au taux de natalité qui s'effondre à travers le monde, et le Covid a été l'une des raisons. Les gens ne sont plus sortis pendant de plusieurs années, on a un peu désappris le fait de flirter, de rencontrer un peu des hommes ou des femmes, et aussi les gens restent de plus en plus chez eux le soir, jouer aux jeux vidéo, rester derrière un écran, et donc les écrans aussi un rôle prépondérant dans la chute démographique dans le monde. Olivier, fort heureusement, a fait 4 enfants. Vous avez donc bien œuvré pour le réarmement démographique. Plus sérieusement, pardon, voilà. Donc, on a vécu, on la vit d'ailleurs encore, la robotisation qui a fait mal à ce qu'on appelait l'école bleue. Mais finalement, il y a eu un rééquilibrage et un retour à un certain amour des métiers manuels. Maintenant, ce sont les professions intellectuelles. On les représente en fait, qui sont challengées. Nous, l'école blanc. Est-ce que vous croyez, je veux quand même qu'on soit un petit peu optimiste, à un retour des professions intellectuelles et surtout de leur valeur ajoutée? Qui veut prendre la main là-dessus? Olivier. Allez, mais tout le monde a pu parler déjà. C'est quand même très drôle parce que les professions intellectuelles supérieures dont nous sommes, n'est-ce pas, ont regardé pendant 2 siècles les gens se faire remplacer par les technologies avec un peu de commisération, pitié, mais un peu, bon, bah écoute, qu'ils mangent de la brioche, hein, n'est-ce pas, qu'ils s'adaptent, que diable. Et puis voilà que l'IA, depuis 3 ans, parce on a fêté, tiens, les 3 ans de l'arrivée de ChatGPT 3.5. C'était le 20 novembre, si je me souviens bien. Et cela change absolument le destin de beaucoup de professions intellectuelles, puisque le truc qui était jusque-là le plus rare, le plus exclusif et le plus créateur de valeur, l'intelligence, est en train de devenir une commodité, c'est-à-dire un bien de consommation courant à coût marginal nul. Une commodité, c'est l'eau, l'électricité, le gaz. Vous ouvrez un robinet, ça coule, ça vous coûte pas grand-chose. Que l'intelligence, qui jusque-là était le truc, il faut 30 ans pour se former, tout le monde n'arrive pas à se former à un certain niveau, on a une bande passante qui est très lente et on se fatigue super vite, alors que là, tout d'un coup, vous avez des capacités de réflexion. L'IA générative, elle va lire des milliers de pages en quelques secondes. On ne peut pas lutter, en fait, en termes de rapidité, et donc c'est en train de changer très fortement, d'abord l'école blanc, effectivement, avec
pour l'instant quelque chose de très préoccupant qui est une crise qui semble se profiler de recrutement des juniors. On parle en anglais, ils disent de job apocalypse. Y compris des juniors très diplômés, en particulier des jeunes développeurs aux États-Unis qui avaient commencé leurs études en pensant on leur avait tous dit fais du code, c'est formidable, ton avenir est semé de pétales de rose. Et hop, malheureusement, on ne recrute plus. Pourquoi ? C'est pas l'IA qui les remplace. Ils sont remplacés par les développeurs seniors qui utilisent l'IA. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans les professions juridiques, les professions du conseil. Le rythme d'embauche des juniors a considérablement ralenti. Pourquoi ? Enfin, même si on s'éloigne un peu de notre sujet, enfin, je trouve ça intéressant. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, c'était le boulot d'entrée de carrière qui est d'abord remplacé par l'IA, et peut-être demain beaucoup plus. Moi, j'ai une amie avocate fiscaliste qui m'a dit « Mais c'est formidable, j'ai plus besoin de juniors, mon IA, elle me fait mes études de jurisprudence, les projets de contrat, même les mails, et en quelques secondes, j'ai plus besoin de juniors. » C'est formidable pour elle, tant mieux, parce qu'elle a justement, et c'est là où je voulais en venir, la couche de seniorité, la couche d'expérience qui te permet d'avoir une valeur ajoutée face à l'IA. Et c'est pour ça qu'on dit ne faites plus d'études, mais soyez beaucoup plus exigeants et faites beaucoup plus. Ça va être beaucoup plus dur d'avoir une valeur ajoutée face à l'IA. Aujourd'hui, vous avez un bac+5, vous pouvez sortir d'HEC, vous n'avez aucune valeur ajoutée face à l'IA quand vous rentrez dans le conseil. Aucune. Il faut beaucoup de bouteilles, il faut beaucoup de temps. D'où la question terrible qui se pose aujourd'hui. Si on n'a plus besoin de juniors, comment devient-on senior ? Non, mais c'est une question très grave. Qui a la réponse à cette question? Qui veut rebondir là-dessus, Charles? Vous qui êtes encore, vous êtes un junior, mais qui, comme nous tous, est en train de vieillir un peu. Mais j'étais en cabinet de conseil junior puis senior, en effet. Ben voilà. Donc, je vois très bien le sujet. Mais en fait, pour moi, déjà, à terme, il est évident que l'intelligence artificielle nous remplacera dans la plupart des jobs. C'est-à-dire qu'actuellement, on pourra peut-être devenir un peu des humains augmentés, peut-être avec des lunettes connectées directement ou des objets connectés, c'est évidemment l'étape suivante. Mais à terme, il est évident que la plupart des jobs seront remplacés par des intelligences artificielles. Posez-vous la question, c'est est-ce que votre job peut être fait par une intelligence artificielle vraiment actuellement? Si elle est au niveau, oui. Et même en fait, il y a des cas, il y en a un en Chine par exemple, où une entreprise, le PDG est une intelligence artificielle. Et finalement, c'est pas si déconnant de se dire ça, puisqu'il va faire des calculs, il va être rationnel et prendre une décision. On pourrait se dire exactement pareil sur des élus politiques. Peut-être même que il serait meilleur, au vu le niveau, c'est pas si compliqué. Mais on pourrait se dire qu'il serait peut-être plus rationnel que des élus politiques qui feraient des choix politiques et donc qui ne seraient pas forcément pour l'intérêt général. Donc pour moi, c'est évident que c'est l'étape d'après et peut-être même qu'on irait vers, pourquoi pas, une civilisation où les gens travailleraient plus trop, parce qu'à terme, même les jobs en physique, vous serez maçon, pourquoi il n'y aurait pas un humanoïde qui serait maçon et qui ferait le travail à votre place? Mais ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait de nos vies? Qu'est-ce qu'on fait C'est la grande question. Peut-être ce sera une société de loisirs, mais là, c'est difficile de se projeter aussi loin. Et que l'on finance comment? Avec des impôts comme d'habitude en France. Voilà. Hein. Oui, mais c'est ça. Mais pour payer des impôts, il faut générer aussi. Voilà, c'est l'éternel débat des choses. Est-ce que l'avocate que vous êtes, Rachel Fleur, est inquiète aussi de cette immersion de l'IA? Parce qu'au fond, derrière ça, c'est le fait qu'on disait les mondes numériques vont créer du lien. Si en plus, ils explosent notre modèle de travail, notre modèle de société, est-ce que le lien originel, il n'est pas en train d'exploser complètement? Je trouve que quand on regarde le monde du travail, et je vais parler aussi de ce que je connais, un cabinet d'avocats en l'occurrence, c'est quand même assez génial. Ce qu'on arrive à faire avec des IA, on gagne du temps, on peut mieux allouer notre temps à des tâches qui ont une plus grosse valeur ajoutée pour les clients qu'on accompagne. Donc il y a quand même quelque chose d'assez merveilleux. Et puis on voit qu'il y a aussi de nouveaux métiers qui émergent, les vôtres en font partie. La question, c'est qui va pouvoir en profiter de tout ça? Et moi, ça m'a pas mal inquiété. J'avais vu à l'occasion du sommet de l'IA, je regardais un peu les chiffres et en effet, ce sont les jobs d'entrée qui sont en effet remplacés par l'IA ou les jobs qui nécessitent peu de qualifications. Et en fait, on se rend compte quand on regarde qu'en fait, ce sont les métiers qui disparaissent sont en grande majorité occupés par des femmes, alors même que ce sont aussi celles qui sont complètement sous-représentées dans les métiers d'opportunités liées à l'IA. Donc là-dessus, il y a quand même une véritable inquiétude sur, en fait, est-ce qu'on ne va pas assister à un nouveau gender gap, à un nouveau écart entre les genres dans cette nouvelle révolution numérique qu'offre l'intelligence artificielle et comment on évite cela? En fait, comment est-ce qu'on... J'ai pas la solution magique pour ça, mais je crois qu'on doit essayer d'œuvrer collectivement à ce que
en fait, ces nouveaux outils soient des outils qui promeuvent l'égalité plutôt qu'ils augmentent les inégalités existantes. Et tout à l'heure, vous me demandiez si j'étais inquiète quand je voyais l'intelligence artificielle se développer. Moi, j'ai une inquiétude, c'est que quand même, intrinsèquement, l'intelligence artificielle se nourrit des données du passé. Donc, derrière, il y a des choix un petit peu politiques à faire quand on est ceux qui dirigent des IA. Est-ce qu'on veut faire en sorte qu'ils se détachent des stéréotypes, des biais, des discriminations passées pour promouvoir une société qui soit plus égalitaire et progressiste? Ou est-ce qu'ils doivent simplement dire ce qu'ils connaissent et donc peut-être nous enfermer dans des dominations existantes sans nous donner la possibilité de les dépasser? Ça fait partie de ce qu'il faut mettre dans le débat, dans la réflexion collective. Mais votre réponse à vous, est-ce que ces outils, ils reproduisent, voire ils amplifient justement ces inégalités, ou est-ce qu'ils sont capables en eux-mêmes, est-ce que intrinsèquement, ils sont capables de changer les choses? Tout dépend de comment on les utilise et de comment on apprend à les utiliser. Parce qu'en réalité, on se rend compte qu'en fait, typiquement, c'est un univers extrêmement masculin, l'IA, à tous les niveaux. C'est-à-dire au moment où elle est pensée, au moment où elle est créée, au moment où elle est utilisée. Les femmes sont aussi en retard dans l'usage des intelligences artificielles, alors même que ce sont des outils qui se nourrissent de l'usage que l'on fait. Et j'avais fait ce test en février, donc peut-être qu'aujourd'hui ce serait différent et ce serait tant mieux. Mais j'avais dit, représente-moi une personne qui fait la cuisine le soir pour toute la famille, et représente-moi une personne qui est au travail. Et j'avais fait le test 10 fois, et 9 fois sur 10, c'était une femme qui faisait la cuisine pour toute la famille et un homme qui était au travail. Donc et en plus, ils correspondaient à certains critères de beauté physique. Enfin, en gros, c'était un peu genre Barbie et Ken, quoi. Oui, c'est ça, c'est les schémas que l'on a vus dans les années 50 aux États-Unis et puis venir en France avec l'apparition de l'électroménager, etc. C'est les mêmes, en fait, vous dites, dans les années 2020. En février 2025, on demande à une IA de nous donner cette représentation et ça ressemble grandement à des images des années 50. Donc, ça fait partie des biais, mais qui peuvent être combattus, qui peuvent être ajustés. C'est simplement un des dangers dont il faut avoir conscience aujourd'hui pour justement être exigeant vis-à-vis de ces sociétés et qu'elles peut-être s'engagent à nous aider à avancer vers davantage d'égalité plutôt que de promouvoir des inégalités du passé. Avant de vous laisser sous le feu des questions de deux étudiantes en journalisme qui sont là, le mot de la fin de cette première grande partie, Bénédicte de Kersozon. On a alterné entre le verre à moitié plein, verre à moitié vide par rapport à notre thématique et à notre question. Comment feriez-vous un début de synthèse de ce qu'on a dit, mais sur est-ce qu'il faut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Moi, c'est vrai qu'on a plutôt décrit une vision dystopique dans l'ensemble, mais moi je vois ça comme il faut être confiant, je pense. Il ne faut pas être naïf, et en effet, il faut que tous collectivement, à notre échelle, on assume la part de responsabilité qui nous revient, des législateurs, des plateformes, faire en sorte qu'on impose à ces plateformes d'appliquer les réglementations, les créateurs qui se professionnalisent, qui arrivent de plus en plus sur notre marché, bien les accompagner, ces nouveaux entrants, les parents, les enfants, et finalement, comment voir ça comme une opportunité. Moi, l'IA, je reviens avec cette vision créateur de contenu, je ne suis pas aussi pessimiste que toi, Charles. Je crois que malgré tout, l'incarnation, l'authenticité, l'humanité derrière, elle prévaut. Et nous, quand on va encore. On va aller sur des réseaux parce qu'on va chercher ça. Je vois très bien les vidéos dont tu parles. Elles me parlent beaucoup moins qu'une vidéo qui est incarnée, vivante et humaine. Je ne sais pas si ça sert de mot de la fin, mais malgré tout, voilà, est-ce que ça peut résonner sur d'autres sujets? Mais en tout cas, un mot de la transition, parce que là, je m'adresse aux étudiantes en journalisme que vous êtes toutes les deux. Je vous présente dans un tout petit instant, mais c'est la preuve que le journalisme ne survivra comme d'autres professions intellectuelles que par la valeur ajoutée. Donc j'espère que c'est ce que... Peut-être créatrice de contenu d'enfants. Peut-être aussi. Je vous présente donc Loïse Galland et Marina Bioul. Vous êtes étudiantes au sein de la filière journalisme de l'ISCPA, du groupe IGENSIA. Je vous laisse la parole. Qui veut commencer? Allez-y. Bonjour Marina. Bonjour. Alors, moi j'avais une question parce que selon plusieurs enquêtes, dont le baromètre annuel de Born Social, l'utilisation des réseaux sociaux est en baisse chez les plus jeunes, notamment depuis 2023. Et c'est la première fois qu'un tel bilan est établi depuis la création de ces plateformes. Alors, ma question, c'est quel est l'avenir des réseaux sociaux selon vous? La lassitude des plus jeunes traduit-elle une envie
de retour vers un entretien physique et concret et réel du lien entre les gens. Qui veut prendre la réponse, la main sur la réponse? Est-ce que je peux commencer? Vous allez compléter juste avec une toute Bénédicte, petite vision parce que ça résonne avec ce que vous aviez dit tout à l'heure, Olivier. Je pense que les réseaux sociaux, alors probablement qu'il y a peut-être une baisse et qu'il y a une recherche de liens humains, mais les réseaux ont permis, il faut vraiment l'avoir aussi en tête, de rassembler même dans la vie réelle des communautés qui ont initié leurs liens sur les réseaux. Je pense au GP Explorer, qui a été un carton depuis 3 ans. Je veux dire, ça a bouleversé toute génération. Des cours de cuisine, toutes les communautés fooding qui se réunissent dans la vie réelle, le trend du run, du sport, ça fait aussi ressortir les jeunes de leur chambre. L'ascension de Ninoxtag dans l'Everest avec Kaizen qui a été vue, alors on a arrêté les compteurs il y a 1 an, mais à l'époque c'était 44 millions de vues. Donc tous les foyers français ont vu ça. Donc il y a quand même une transition, une bascule des réseaux sociaux vers la vie réelle que facilitent les réseaux sociaux. Ça permet de consommer d'autres industries. Après, ça ne répond pas parfaitement. Je ne pense pas que l'un remplace l'autre. Je pense que ça soit très complémentaire. Olivier? Oui, je crois que les réseaux sociaux, c'est comme Bridget Jones arrive à l'âge de raison. Un petit peu, et que, en effet, c'était une question qu'on pouvait se poser, vous avez fait allusion tout à l'heure. Est-ce que nous, qui étions, alors je me dis moi parce que je suis vieux, donc, qui étions du monde d'avant, nés et se sont développés, ayant grandi dans le monde d'avant, avant le téléphone, avant l'ordinateur, on a accueilli ces technologies comme les Troyens ont accueilli le cheval, n'est-ce pas? Avec grand bonheur, et puis on les a peut-être un peu regardés aussi, pour prendre une autre image, comme des lapins, les phares d'une voiture. On était fascinés, on trouvait ça extraordinaire, et on n'a pas vu effectivement tous les défauts et tous les problèmes arriver. Peut-être que les jeunes, justement, natifs de ce truc-là, savent ce qui est en train de se passer. Alors, sur la baisse du trafic, il y a une nouvelle qui est terrible, c'est que tous les grands sites du monde, Internet, baissent en trafic. Pourquoi? Parce que les gens parlent à leur IA maintenant. Et oui, c'est-à-dire que maintenant, avant, vous alliez sur le moteur de recherche. Aujourd'hui, le moteur de recherche, c'est ChatGPT qui va pas vous donner une liste de 1 millier de liens, mais qui va vous donner la réponse toute faite. Ça pose un problème terrible. Parce que derrière, effectivement, il y a la question de la neutralité et du pluralisme. Il n'y a pas vraiment toujours... La neutralité axiologique parfaite n'est pas possible. Il faudrait essayer d'y tendre. Et puisqu'il y a un pluralisme, est-ce que ChatGPT, c'est pas la morale des Américains de la côte ouest des États-Unis? On peut avoir des visions différentes, par exemple. À quelles conditions on va être capable d'arriver à défendre un pluralisme, à quelles conditions on va éviter une forme d'uniformisation terrible et de soumission à, d'ailleurs, vous savez, c'est l'expression code is law. L'intelligence artificielle générative va être aussi quelque part quelque chose qui va donner la vérité, le là, auquel tout le monde va devoir se plier, alors qu'elle fait beaucoup d'erreurs et que parfois elle dit des choses qui sont d'ailleurs assez contestables. Et donc tout l'enjeu, c'est de garder une capacité de prise de recul vis-à-vis de ces outils. Donc je salue l'âge de raison des jeunes, je pense, sur les réseaux, mais je pense effectivement qu'on va tous continuer à aller sur les réseaux et ça va pas être débranché. Il n'y a aucune chance. Marina, le journalisme, c'est l'art de la relance. Est-ce que vous voulez relancer d'autres de nos invités sur votre question? Quel entraînement. Alors moi, je suis totalement d'accord avec ce qui se passe. Je vois très bien que les réseaux sociaux, on rebondit sur les réseaux sociaux pour créer des contextes réels, comme avec le GP Explorer, comme vous avez dit. Et je voulais plutôt traduire est-ce que c'est pas un espoir de la jeunesse qui est effrayé, justement par ce qui s'est passé sur les générations d'avant. On est très formés de plus en plus tôt, on est beaucoup formés sur les dérives des réseaux sociaux, le harcèlement, le cyberharcèlement. Et alors oui, vous l'aviez dit au début, les enfants sont maintenant au fait, ce sont les parents qui ne le sont pas. Et je me demandais justement si ces enfants, quand ils vont devenir grands, est-ce que là, on passerait pas à une autre étape comparée à l'étape maintenant des réseaux sociaux, de ce qu'elle est? Je crois qu'en effet, l'enquête, l'étude dont vous nous faites part là, doit être un signal optimiste. Qu'en fait, oui, peut-être qu'une nouvelle génération va grandir en étant consciente des dangers de ces outils et de leurs opportunités, parce que ces outils, c'est les deux. Ce serait trop facile si c'était que l'un ou que l'autre.
Et en effet, moi, ça me rend optimiste pour l'avenir. Maintenant, ça va pas suffire, c'est-à-dire le fait qu'on ait noté une baisse de trafic ne suffira pas à promouvoir en soi un usage sain pour toutes et tous des réseaux sociaux, mais ça va dans le bon sens. Plus d'usage du tout. On sait pas. Olivier, oui, un complément de réponse. Oui, il y a quand même un grand problème. Père de 4 enfants, relativement jeune. Ça va de 14 à 1 an. Bon. On se pose tous la question de la rapidité, le rythme pour rentrer dans le numérique. Quelle est l'éducation numérique? C'est vrai que l'école fait plein de choses, sur le harcèlement par exemple, et puis pour plein de fonctionnalités, ils n'ont pas besoin tellement de notre apport. J'étais très contre, mais maintenant je crois et je défends, je crois l'idée que défend aussi l'Élysée, qu'il faut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Voilà, tout simplement. Il y aura des transgressions, hein, mais je pense que en dessous de 15 ans, c'est délétère. Et alors, je vous livre un truc que j'ai fait, c'est un projet familial qu'on a fait avec mes enfants. J'ai 2 jumeaux de 12 ans et donc une fille de 14. Pour qu'ils soient du bon côté de la plateforme, c'est-à-dire qu'ils sachent que derrière le fil de short ininterrompu, il y a des créateurs qui travaillent, et que c'est très intéressant quand tu es du côté de la création et beaucoup moins quand tu es du côté de ceux qui suivent. Et donc on a créé il y a 2-3 ans avec mes enfants un compte TikTok. Vous pouvez aller le voir, ça s'appelle La Double Menace d'ailleurs, et on est monté jusqu'à 36 000 abonnés. On monétisait d'ailleurs, on gagnait vachement de fric. Et puis on a dit, évidemment, mes enfants n'ont toujours pas mes garçons n'ont toujours pas de téléphone. Hein. Ils ont un 9 touches, mais ils n'ont pas de. Et donc ils avaient évidemment pas accès à TikTok, mais ils savent ce que c'est de créer des contenus, de réfléchir, de regarder l'audience, d'avoir une réflexion un peu marketing, une réaction des considérations sur l'opportunité de l'heure, sur le type de thème, puis voir ce que c'est comme travail que de créer des contenus, de les monter, de réfléchir. Et ça, voilà, je pense que c'est une éducation au numérique par l'action, si vous voulez, qui est assez utile parce qu'ils se laisseront peut-être un peu moins prendre par le flux du doom scrolling, du défilement de la mort passif. Parce que le vrai problème, en fait, aliénation, c'est la passivité, en fait. Hein, le divertissement, le problème, c'est la passivité. Quand vous êtes actif de ce que vous faites, vous êtes plutôt dans la scolée, c'est-à-dire le loisir studieux, le loisir grec, hein, la scolée, qui a donné école, évidemment. Ce loisir studieux, c'est une activité où vous allez apprendre quelque chose, vous allez progresser dans le savoir, vous allez vous enrichir, vous allez être actif dans ce que vous faites. Et en fait, le secret, c'est qu'il faut être actif sur Internet, c'est-à-dire se garder de devenir passif et de se nourrir au gré des algorithmes. Charles Gasteau. D'ailleurs, c'est ce que je vous avais dit en intro, Olivier. Moi, en tant que créateur, je regarde beaucoup moins les réseaux sociaux parce que je suis producteur. En effet, c'est une bonne méthode. Mais je voulais juste terminer 30 secondes sur, je ne sais pas si vous avez vu, il y a 2-3 ans, sur Netflix, a sorti un documentaire qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée » et qui est un documentaire que tout le monde devrait voir parce qu'à l'intérieur, il y a notamment une interview du créateur du like de Facebook et qui dit tout simplement « J'interdis à mes enfants d'utiliser les réseaux sociaux ». Posez-vous la question, si le mec qui a créé le système le plus addictif de l'histoire vous dit de ne pas le faire, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison. Marina, merci beaucoup pour toutes ces questions. Et on donne la parole à ta camarade Loïse Galante, et également donc étudiante à l'ISCPA. Loïse, on vous écoute. Bonjour, moi j'avais une question pour Rachel Flore Pardo. Vous avez dit en début de conférence que les réseaux sociaux étaient d'abord d'incroyables outils d'émancipation qui sont finalement devenus des outils dont on est devenu dépendant, voire aliéné. Moi j'avais envie de vous demander quand est-ce qu'il a eu lieu ce basculement et qu'est-ce qui nous fait dire que finalement les réseaux sociaux aujourd'hui nous aliènent plus qu'ils nous émancipent? Alors, je me suis certainement mal exprimée. Je pense que c'est encore aujourd'hui les deux. C'est-à-dire que c'est à la fois des outils dont on est dépendant et dont on peut se dire en partie aliéné, et en même temps des outils qui encore aujourd'hui nous offrent des quand même formidables opportunités. En fait, par contre, ce qui s'est passé, c'est que la perception était différente. Quand on a commencé à s'en servir, on ne voyait que le positif. Et là, on est arrivé à un moment où on voit peut-être parfois plus le négatif que le positif, mais
parfois encore et le positif et le négatif. On n'avait pas ce discours d'alerte, on n'avait pas ce discours d'inquiétude sur les réseaux sociaux il y a quelques années. On n'avait pas un président de la République qui allait à Berlin, comme il l'a fait là, pour taper du poing sur la table et dire qu'il allait falloir faire quelque chose parce qu'on met en danger nos enfants. Ce discours, il est nouveau. La conscience des risques et des dangers des réseaux sociaux, c'est récent. Certains ont tiré la sonnette d'alarme depuis plusieurs années, mais ils passaient pas suffisamment le mur du son, ils n'ont pas réussi à susciter suffisamment d'adhésion à l'époque. Aussi, à mesure qu'on les a utilisés, on en a fait parfois des usages plus néfastes que d'autres. On s'est rendu compte de ce que c'était le cyberharcèlement, on s'est rendu compte de la gravité des conséquences qu'il pouvait y avoir. Donc on a beaucoup plus conscience aujourd'hui des effets néfastes qu'on en avait au début. Maintenant, évidemment, encore aujourd'hui, on peut en faire un usage positif et encore aujourd'hui, ça offre de belles opportunités. Sinon, on serait là tous à vous dire on les ferme, it's the shutdown, quoi. Mais c'est pas du tout ce qu'on vous dit parce qu'on a bien conscience que oui, ce sont aussi des outils qui nous élèvent un petit peu au moins. Avez-vous, Louise, une autre question? Justement, quand on parle des effets néfastes, à qui elle peut incomber la responsabilité morale? Est-ce que ça vient plutôt du gouvernement, des plateformes elles-mêmes, ou des influenceurs, ou peut-être même des utilisateurs? Bénédicte? Je pense qu'il y a une forme, peut-être que je me trompe, mais de convergence d'opinion sur la responsabilité des plateformes. Parce que je pense que les pouvoirs publics européens et français ont quand même joué leur rôle de mettre un cadre qui n'est pas respecté. Mais ça ne va pas pour autant responsabiliser les maillons de la chaîne. Typiquement l'UMIC, le fait que notre secteur ait commencé à se structurer, qu'on ait un syndicat, que des créateurs eux-mêmes se soient dit il faut qu'on se fédère, qu'on se forme, parce que qui dit millions d'audience comme Charles dit que ok, j'ai ma liberté d'expression, mais je dois assumer moi-même sous forme d'autorégulation ma propre responsabilité vis-à-vis de mes audiences et établir une couche de bonnes pratiques éthiques et faire en sorte que tout le secteur fasse la même chose. Je pense que chacun doit assumer sa petite part, mais les plateformes et l'outil et le design de l'addiction, il a été créé par quelqu'un. Votre élément de réponse, Rachel Fleur-Pardo. Oui, je vous rejoins. Les plateformes ont une part de responsabilité très importante et je crois qu'aujourd'hui, en effet, de plus en plus de personnes s'accordent à le dire. Mais ça reste une responsabilité diluée, partagée, ce qui se passe de néfaste là-dessus. Puisqu'à la fin, en effet, on est libre de faire l'usage des réseaux sociaux que l'on veut. On est libre de les utiliser pour injurier, insulter, menacer, diffuser des fausses informations, comme pour promouvoir une association. Et en fait, on ne peut pas non plus déresponsabiliser les utilisateurs. Et peut-être là, je me tourne vers l'Assemblée. On est aussi responsable quand on est témoin. Et en fait, si on veut faire des réseaux sociaux un espace plus sécure, on peut toutes et tous s'engager pour que ce soit le cas. Je vais vous parler de d'une association que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle véhicule un message assez éclairant quand on se demande comment on peut à notre échelle agir pour faire des espaces plus sûrs. Ça s'appelle Je suis là. Et c'est une association dont le concept est simple, c'est de dire qu'on peut inverser la haine. Qu'en fait, face à la haine, on a tous un choix, rester passif et la laisser se répandre, être celui ou celle qui ajoutera peut-être le mot de trop, ou au contraire, être celui ou celle qui y mettra un coup d'arrêt par un message de soutien en tendant une main. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on peut toutes et tous ici jouer un rôle pour justement tenter d'en faire des espaces où la haine se répand un petit peu moins et où la solidarité retrouve un peu plus de lumière. Charles. Et finalement, on a tous cette possibilité d'agir en tant que communauté quand il y a des contenus qui sont problématiques. Il suffit simplement de signaler les contenus et à un moment donné, les plateformes agissent et font supprimer soit des comptes, soit des vidéos en particulier. Donc c'est un réseau social, donc on a aussi notre mot à dire tous pour agir ensemble collectivement et à un moment donné, la force de plusieurs personnes permet toujours de lutter contre les problèmes sur les réseaux sociaux. Oui. Mais évidemment, il y a des millions et des millions de vidéos qui sont partagées tous les jours et les réseaux sociaux diront simplement ça passe à travers les mailles du filet, c'est leur réponse à la réelle. Il y a eu les auditions TikTok, la réponse était toujours on essaye, mais c'est passé à côté, on n'a pas réussi à le faire. Ouais, des sanctions et des pénalités. Il y a un exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de TikTok Lite. TikTok avait tenté de sortir cette application qu'ils n'ont même pas sortie en Chine. C'est-à-dire que les Chinois avec TikTok ne veulent pas donner ça à leurs enfants, mais ils veulent nous donner. Concrètement, c'est une application en live qui permettait à des TikTokers de faire un live et d'animer, de retenir l'attention de leurs audiences qui les rémunéraient au travers d'emojis qui étaient monétisés après.
Et quand c'est sorti, ça n'a pas duré longtemps. En fait, eux-mêmes, les créateurs crédibles et professionnels, la fédération, mais pas que nous, on a alerté le Parlement européen. Thierry Breton a interrompu le truc. Donc en fait, cette veille et cette vigilance, on doit tous, en tant que citoyens, l'avoir collectivement. Et en effet, c'est quand c'est massif qu'en général, ça bouge. Puis surtout, n'oubliez pas qu'en Chine, TikTok est régulé. Les mineurs ont le droit à 1 heure de TikTok par jour maximum. Des contenus pédagogiques et Et culturels. uniquement du contenu pédagogique. C'est simplement en Occident, où on a le droit d'avoir tant de contenu bidon et de haine et du contenu du vide en réalité. Et ça prouve bien que la Chine avait vu dès le début les problèmes que suscite TikTok Chez en les jeunes. réalité. Chez les jeunes, mais en problème, tout le monde a ses problèmes. Avant de passer peut-être à quelques questions de la salle, est-ce que vous avez, Loïse, une toute dernière question ou est-ce qu'on passe à la salle directement? Je trouve que c'est un très beau mot de la fin et je voudrais pas dire quelque chose par-dessus. Merci beaucoup. Le journalisme, c'est aussi l'art de la conclusion. Bravo, merci beaucoup. Félicitations. Est-ce que dans la salle, certains veulent apporter des commentaires ou poser une question? Madame, on va vous apporter un micro. Bonjour, merci beaucoup. Je suis un peu terrifiée en fait par ce que j'ai entendu. Ok, j'ai pas l'âge de beaucoup utiliser l'IA ou tout ça, mais en fait, si demain tout ça s'arrêtait, s'il y a une publicité sur Créapile où vous n'avez plus aucune appli, vous ouvrez votre ordinateur, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'internet. Je voudrais juste que les gens se demandent ce qu'ils feraient de leur vie. Et je pense que c'est très important que les liens humains, et c'est surtout le but de ce soir, c'est la relation, qu'ils tiennent compte de nos sens, de notre ouïe, de notre toucher, des câlins, des tendresses, et qu'on ne mette pas autant en avant. Je suis désolée, monsieur, j'apprécie beaucoup tout ce que vous dites, mais que l'IA soit votre moyen en voiture. Je préférais que vous appeliez votre femme ou votre fils ou vos enfants, ou moi, si vous voulez. Je vous laisse mon 06. Mais vraiment, enfin, je veux dire, c'est super, mais vous êtes là, vous parlez, on est tous des humains ici, et super la technologie, et c'est pas comme l'imprimerie. Parce que là, en fait, on donne tout à cette machine, et cette machine, elle nous prend tout. On n'est plus intelligent. Et en plus, c'est chinois, c'est américain, c'est relativement peu français. Donc, on n'a plus d'espace de liberté. Moi, je me souviens de plus aucun numéro de téléphone par cœur. Si je perds mon portable, j'ai plus de code, j'ai plus de numéro de téléphone, je sais pas comment faire. Voire même, j'ai peut-être pas d'argent si j'avais mis ma carte. Donc, je me sens vachement nulle et triste. Et je trouve que c'est pas mettre en avant l'humain que de lui donner autant de pouvoir à l'IA, Internet et les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout. On n'existe plus sans numérique, on n'existe plus du tout, Charles? Mais il y a eu le cas quand en Espagne, il y a eu le shutdown, il n'y a pas eu d'électricité pendant plusieurs heures. Les gens ont dû sortir de chez eux, faire leurs courses directement et payer avec du cash, revenir à l'ancienne. Mais globalement, si on se va dans le sens de l'histoire, on retournera jamais à ce genre de civilisation. C'est peut-être dommage, mais en effet, on va dans un monde de plus en plus virtuel. Il y a 5 ans, Mark Zuckerberg a renommé pour s'appeler Meta. Donc leur mission, c'est bien de mettre tous les humains dans le numérique, dans le métaverse. Alors ça, c'est peut-être une grande illusion, mais on va de plus en plus, malheureusement, vers de moins de contacts sociaux et de plus en plus de virtuel. C'est triste, mais c'est la voie dans laquelle on s'engage. Et tout le monde s'engage là-dedans, qu'importe l'âge. Micro, madame. Micro. C'est sûr. Allez. Je suis d'accord avec vous. Bon, mais en tout cas, merci pour ce témoignage. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a encore des moments où on se voit. Vous voyez, on est tous là. Nous ne sommes pas des robots. Nous sommes en présentiel ici. Hein, voilà. Monsieur, vous voulez poser une question ou faire un commentaire? Oui, est-ce qu'en fait, on n'a pas fait que parler de neurochimie pendant toute la séance, en sachant que si c'est les réseaux, c'est plutôt consommation d'ocytocine et de sérotonine. Et si vous êtes acteur, donc créateur de contenu ou utilisateur intelligent d'intelligence artificielle, là, vous produisez de la dopamine. Et que finalement, toutes ces nouvelles technologies accélèrent tout ce qu'on avait dans le passé, mais sur un rythme beaucoup plus lent. On a du mal à s'en défaire. Et c'est là. Et la vraie question dans tout ça, c'est que l'intelligence artificielle, effectivement, va tout remplacer. Et qui la contrôle? Et qu'est-ce qu'on fait, nous, Français ou Européens, pour être un acteur dans ce jeu-là? Parce qu'effectivement, the winner take all. Et c'est ce qui va arriver. Voilà. Alors, donc la vraie question, la vraie grande question, à mon avis, plutôt que de parler de neurochimie, dont on est tous victimes ou acteurs, et on peut en bénéficier, c'est plus de se dire comment, effectivement, contrôler les méfaits, mais surtout être un acteur capitalistique. Mais je crois que c'est ce que vous avez tous dit. Hein, voilà, on sera aussi les propres acteurs de notre autocontrôle, en fait. Oui, tout à fait. Il y a une phrase du biologiste Oliver Wilson que j'adore qui dit, je la cite de mémoire, j'ai dû la déformer depuis le temps, mais enfin je trouve que si non è vero e ben trovato, le problème de l'homme au XXIe siècle, c'est qu'il a un cerveau de chasseur-cueilleur,
c'est que nous avons des technologies dignes des dieux et des institutions du Moyen-Âge. Voilà. Et que nous vivons dans la tension sans cesse plus grande entre des technologies qui galopent, le cerveau de chasseur-cueilleur qui n'a pas changé depuis 50 000 ans, qui a les mêmes structures et qui a été détourné évidemment par la captologie, hein, le shoot de dopamine que vous avez quand vous avez un like. Tout ça, c'est effectivement du détournement du mécanisme de la récompense dans notre cerveau, qui avait été conçu à l'époque du monde de chasseur-cueilleur plutôt pour nous donner envie d'aller chasser, pour nous faire survivre dans la nature, mais qui n'était pas conçu évidemment pour le monde du 21e siècle. Et on vit dans cette rencontre terrible, puisque c'est ça qui crée d'ailleurs les phénomènes notre cerveau n'a pas été développé comme une machine à trouver le vrai. Elle a été développée comme une machine à survivre et à trouver des coalitions. Ce qui explique qu'en réalité, on puisse très facilement partir dans des théories complotistes et croire à peu près n'importe quoi. Notre cerveau n'est pas du tout fait, est un outil merveilleux, mais il n'a jamais été fait du temps des chasseurs-cueilleurs pour trouver le vrai. Et nous en payons le prix aujourd'hui, exactement comme si pour prendre une comparaison, si l'obésité progresse extraordinairement, c'est parce que notre cerveau de chasseur-cueilleur nous dit, quand il y a des calories, vas-y, prends-la, parce que tu n'es pas certain que tu vas en retrouver tout de suite. Sauf qu'aujourd'hui, les calories sont infinies, peu chères et très faciles. Et donc, là encore, je pense malheureusement que la seule solution, c'est une prise de conscience individuelle et une autodiscipline de malade, en fait, pour éviter ce qu'on appelle l'abdication cognitive, c'est-à-dire le fait que on va laisser à la machine les efforts intellectuels. Il y a une vieille étude très rigolote qu'on cite tout le temps. Vous savez que les chauffeurs londoniens, depuis qu'ils utilisent le GPS et non plus leur cerveau, la taille de leur hippocampe a diminué. L'hippocampe, c'est la partie du cerveau qui stocke la mémoire spatiale. Le cerveau est un outil formidable. Il a été aussi calibré dans notre époque de chasseurs-cueilleurs pour éviter toutes les dépenses énergétiques qu'il peut éviter. C'est une machine à éviter les efforts énergétiques s'il peut les déléguer. Et aujourd'hui, il a de quoi déléguer. D'ailleurs, les études, là encore, prouvent qu'on a moins de capacité d'attention, mais aussi de mémoire, parce que nous avons délégué à la machine une partie de notre mémoire. Ne déléguons pas trop de choses, voilà, évidemment. C'est ça Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, alors moi j'ai peut-être compris la question dans la dimension un peu peut-être géopolitique aussi. Pour moi, c'est ma plus grande crainte, parce que je peux le constater au niveau de la fédération, le nombre de tentatives d'ingérence étrangère quotidienne, de manipulation des créateurs, des faux think tanks, des faux médias qui sont créés, c'est catastrophique. Et on a même des liens avec le ministère des Affaires étrangères, parce que la compétence en soi des réseaux sociaux devient un skill qui manque aux ambassadeurs, aux équipes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont toujours intégrés dans les équipes communication des ambassades à l'étranger, alors qu'elles sont devenues des armes de guerre pour les puissances étrangères. Et là, ça va être de pire en pire. Il y a une guerre de l'ombre qui déjà se joue, dont on est spectateur en France et nous, Européens. Et l'une des causes, c'est qu'on a été tellement contraignant dans la réglementation qu'on n'a pas permis à des plateformes européennes d'émerger et de faire contrepoids aux GAFAM. Donc les Dailymotion, les Spotify, enfin les autres, je ne les connais pas toutes, elles ont du mal à émerger à cause de ça. Et ça, on n'a pas la réponse. Je suis aussi inquiète que vous. Eh bien, merci à toutes et à tous. Alors, il y a une dernière question, pardon. Une toute dernière question. On ne pourra pas prendre les deux. Je vous écoute. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. Vous avez beaucoup parlé des enjeux éthiques et sociaux du développement de l'IA et des réseaux sociaux, notamment du fait du développement à grande échelle dans toutes les dimensions de notre vie. Je suis un tout petit peu étonnée que dans une conférence sur ce sujet-là, on n'aborde pas du tout les enjeux environnementaux associés à ces technologies, notamment parce que ça pose des enjeux d'accès aux ressources, de circuits de refroidissement, d'accès à l'eau, de conflits de ressources, etc. Et moi, je me pose sincèrement la question de est-ce que c'est crédible et faisable d'avoir un développement à si grande échelle ? Donc, c'était une remarque ou une question, si on a le temps. Alors, voilà. C'est vrai qu'on était un peu légèrement hors du sujet, c'est pour ça qu'on n'y est pas allé. Mais qui veut prendre la main en 30 secondes pour finir là-dessus ? Sans répondre sur le fond de la question, pourquoi on l'a abordé à la légèreté, c'est qu'en ce moment, le contexte à l'ère Trump, ces questions climatiques qui sont décisives, elles sont reléguées au second plan. Et alors, j'ai pas la réponse parce que pour le coup, j'ai une vision aussi un peu inquiétante. Mais toi, tu voulais y répondre, non ? Tu voulais en parler de ça, des enjeux ? On l'a dit,
l'émergence de l'intelligence artificielle aura un impact évident en termes d'électricité qui sera consommée. On voit tous les data centers, je ne sais pas si Olivier tu veux rejoindre là-dessus, mais évidemment tous les data centers, l'eau qui va être utilisée. Mais peut-être qu'un signal d'espoir, ça va être le développement éventuellement du nucléaire pour répondre à tous ces enjeux écologiques. Mais il est évident que si le monde entier doit utiliser l'intelligence artificielle, il y aura un énorme impact écologique sur le monde, que je pense qu'on n'arrive même pas à mesurer aujourd'hui et qui sera dévastateur sur la planète. Ça me paraît évident au vu des technologies actuelles. En tout cas, merci à tous et à tous d'avoir assisté à ce débat. On peut applaudir, voilà, nos 4 intervenants. Merci beaucoup à toutes et à tous et bonne suite de Rencontres Capitales jusqu'à demain.